On va commencer. Nous aurons deux parties pour cette séance. On va continuer avec, le TRS, la deuxième partie de ce que nous avons vu sur la maintenance productive totale. Et pour la deuxième partie de cette séance-là, nous aurons un exposé sur l'AMDEC, et puis je vais restructurer ce que vos camarades vont présenter. D'accord? Est-ce que vous m'entendez, Bilgde? Est-ce que ma voix est claire? Oui, madame. Madame, tout est clair. Oui. Alors, donc ce que nous avons vu la dernière séance, c'était on a déjà commencé un tout petit peu avec le taux de rendement synthétique, mais nous avons présenté, après l'exposé de vos camarades, ce que la TPM, la source d'émergence de cette notion-là, et nous avons vu que la TPM, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit qui a principalement deux objectifs basés sur 8 piliers et qui considère 5 principes. Le TRS, la relation entre TPM et TRS, c'est que le TRS, c'est le KPI qui est généralement, dans les plupart des cas, utilisé pour évaluation le niveau d'insertion de la logique TPM dans une entreprise. Un rappel rapide, la notion de TPM a été initiée par l'Institut japonais de la mise en place de maintenance, si on veut traduire, et c'est une évolution naturelle des besoins en maintenance qui ont commencé avec une maintenance curative et des activités de maintenance préventive vitale, puis ça évolue jusqu'à ce que nous appelons actuellement la maintenance productive totale, Total Productive Maintenance, qui consiste à considérer lors de l'activité industrielle au même temps la fonction maintenance, la fonction production et la fonction qualité dans un objectif d'une optimisation globale de la de l'activité, de toute l'activité dans une entreprise industrielle, et c'est basé sur une implication de tous les acteurs, en particulier qu'on a les opérateurs. C'est une méthodologie, voilà, c'est un principe qui est basé sur Kaizen ou l'amélioration continue, je ne la vois pas, mais c'est basé sur des activités quotidiennes qui ne coûtent pas, théoriquement, qui ne coûtent rien, réellement qui coûtent très peu d'argent et qui ont pour objectif d'améliorer, dans le cas général, les performances de l'activité, maximiser ou améliorer les performances. Et nous avons discuté qu'il y a principalement deux objectifs globaux qui sont améliorer les conditions de travail, voire atteindre des conditions de travail idéales, et une efficience du système de production. On a dit que l'efficience, c'est un niveau plus élevé de l'atteinte des performances plus élevées que l'efficacité. L'efficacité revient à atteindre un objectif, alors que l'efficience, c'est atteindre l'objectif avec un minimum de dépenses. C'est une activité optimale, réduire les dépenses et atteindre les objectifs qui est en relation certainement avec les clients. Ces deux objectifs sont réalisés en se basant sur 8 piliers. Les 8 piliers sont répartis en deux familles, entre 4 piliers qui entrent dans le cadre de la réalisation du premier objectif, l'obtention des conditions idéales de travail, et les 4 piliers restants, c'est pour l'efficience dans le sens de performance technique du système de production, de toute la ligne de production de l'atelier. Ce qui est en bleu, c'est en relation avec
comme l'objectif à atteindre les conditions de travail, à savoir les conditions dans les bureaux, l'efficience du service dans le bureau, l'organisation du travail, le layout physique des bureaux, santé, sécurité, environnement, la maîtrise de la qualité du produit et la maintenance autonome, entre autres le fait qu'un agent de production il est capable d'effectuer certaines interventions de maintenance et de qualité, principalement la maintenance ici, principalement ce que nous avons appelé pour la norme AFNOR, les niveaux 1 et 2 pour la TPM, comme on a vu, le niveau 1 et 2 selon la logique AFNOR devient le niveau grand 1 de la TPM, donc les interventions qui ne nécessitent pas une compétence particulière, qui peuvent être exécutées par un technicien qui ne doit pas forcément être de spécialité et qui ne nécessite pas un matériel spécifique pour la mise en place des actions de maintenance. Pour le deuxième objectif, l'efficience du système de production, la qualité des performances techniques du système de production, c'est la maintenance préventive, la planification principalement de la maintenance préventive. On a discuté ZEDA, il y a une similitude, il y a une approximation, et on peut dire entre guillemets qu'on peut planifier la maintenance corrective, entre guillemets bien sûr, parce que la maintenance corrective a un critère qu'on a aléatoire, mais on peut se préparer par réserver une partie de la charge des opérateurs, des intervenants de, dans la fonction maintenance pour les interventions correctives et on peut éventuellement envisager un stock de pièces de rechange, envisager les outils nécessaires pour les interventions correctives, mais principalement la planification, c'est pour le préventif, que ce soit conditionnel ou systématique. L'amélioration au cas par cas, c'est la maintenance corrective d'une part, et d'autre part, c'est l'amélioration des interventions si on a une intervention déjà vue, entre guillemets. Si une intervention revient, normalement, on doit réagir de façon plus efficiente. L'amélioration des compétences, c'est par rapport à la formation des intervenants, parce qu'on a dit que l'opérateur ou l'intervenant en production n'est pas uniquement un agent de production, mais plutôt de maintenance et de qualité. Donc, on ne peut pas lui demander de travailler dans la maintenance, dans la qualité et inversement pour la maintenance, pour intervenir dans la fonction production. On doit leur fournir, qui m'a mangé en fait, le savoir-faire du personnel. On doit améliorer le savoir-faire du personnel et préparer un environnement de travail favorable pour que les agents soient polyvalents. Et pour l'amélioration des compétences, c'est principalement les formations qui doivent être fournies aux opérateurs pour rejoindre la logique TPE. La maîtrise de la conception, c'est principalement pour les nouveaux produits. Si nous avons un nouveau produit, on doit maîtriser sa conception pour justement optimiser sa fabrication, l'efficience du système de fabrication. Donc, à donner les 8 piliers. Bien sûr, si on n'a pas, par exemple, si on n'a pas un nouveau produit, on n'a pas besoin de ce pilier, mais dans le cas général, on doit être, en tant qu'entreprise qui cherche à mettre en place la logique TPM ou qui applique déjà une logique TPM, on doit maîtriser les 8 piliers. Ces 8 piliers rejoignent 5 principes. On a discuté ça et vous avez ici plus de détails si vous avez besoin de ça. Ou bien un groupe qui met le premier principe, un groupe de piliers qui participent dans la réalisation d'un principe. Et là, par exemple, atteindre l'efficience maximale des équipements techniques, c'est les piliers qui sont en bleu ici, c'est logique. Si on a discuté ça, on ne peut pas revenir à ça. Et pour le troisième principe, par exemple, l'efficacité maximale du service, c'est uniquement le pilier en vert ici en relation avec la TPM au bureau. Donc, ce qui est à retenir, qu'il y a 2 objectifs qui sont réalisés en se basant sur
8 piliers et ces 8 piliers participent à la réalisation de 5 principes. Et vous avez ici une proposition de la répartition de ces piliers selon les principes avec un peu plus de détails pour cette diapositive-là. Ça sera partagé dans votre Blackboard certainement. Des questions jusque-là? Ok. La base de la mise en place de n'importe quel chantier en fait, mais en particulier de la TPM, c'est ce que nous avons discuté à propos de la méthode de management visuel d'organisation de travail appelée 5S. On a 5S, ce sont 5 mots qui commencent par la lettre S. Initialement, des mots japonais. On va voir ça dans le module, nous allons voir ensemble ça, dans le module Lean Manufacturing. 5 mots japonais qui commencent par S, mais ça a été traduit en 5 mots français et en anglais qui commencent par le S. On ne peut pas rentrer dans les détails de ça pour le moment. Et le principe, c'est de, comme son nom, la méthode, ne garder que ce qui est nécessaire d'une part, ou d'autre part, c'est de réduire le temps, par exemple pour la maintenance, de recherche des outils, par exemple, parce qu'on va supprimer ce qui n'est pas nécessaire, ne garder dans l'atelier que les outils, tout ce qui est nécessaire, éliminer ce qui n'est pas nécessaire, ordonner ce qui reste, nettoyer, standardiser et puis rendre durable dans le temps. Et le principe, on va travailler sur un workshop sur l'atelier Lean. Pour le moment, ce qui est à retenir, c'est que la méthode 5S, c'est une méthode qui fait partie de la logique Lean, en particulier Lean Manufacturing. C'est un principe japonais basé sur le management et management de l'espace de travail et la réduction des pertes de temps dues à la recherche des outils pour la maintenance, par exemple. On va revenir à ça, mais c'est ce qui est à retenir pour le moment, que c'est une base. On ne peut pas mettre en place une procédure TPM sans, dans une entreprise industrielle certainement, sans avoir une bonne application de la méthode 5S. C'est la fondation de la TPM, la première étape, si vous voulez. Pour ce qui est niveau, nous avons dit que l'AFNOR propose 5 niveaux, alors que la TPM propose 3 niveaux. Un niveau, entre guillemets, superficiel, des activités simples qui ne nécessitent pas de compétences particulières et qui ne nécessitent pas d'outils spécifiques, voire ne nécessitent pas du tout d'outils. Vous pouvez revenir à la partie de votre cours sur les niveaux. C'est ce que nous avons discuté à propos du niveau 1 et 2 de l'AFNOR. Pour le niveau 5, c'est des interventions spécialisées généralement sous-traitées qui sont proches de la construction. Pour la TPM, c'est le niveau grand 3. Et pour toutes les activités intermédiaires, c'est le niveau grand 2, ce que nous avons discuté comme niveau 3-4 pour la norme AFNOR. Les niveaux sont principalement définis par la qualification et le nombre d'intervenants nécessaires dans une activité, dans une intervention, et les outils utilisés. Les conséquences de tout ça, c'est la complexité de l'intervention et les coûts. On va revenir à la partie sur les niveaux de maintenance que nous avons déjà. Là, on l'a discuté avec qu'est-ce qu'on doit avoir pour réussir une TPM, et on a même discuté les limites de la mise en place de TPM. On ne va pas revenir à ça pour cette séance. Et nous avons dit, non, chaque fonction, chaque activité sur la chaîne logistique a au moins un KPI d'évaluation. La TPM, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour éviter les pertes de temps, pour fiabiliser le temps de production. Donc, elle met efficience. Entre autres, si nous avons 8 heures de travail, normalement, si on est efficient, on doit exploiter ces 8 heures pour la production. Enfin, on va gagner à chaque seconde.
le TRS, c'est un indicateur basé sur le calcul de perte de temps. Donc, avant de vous donner la formule du TRS, on a vu l'exposé la dernière fois, avant de vous donner la formule, on va discuter quels sont les types de TRS, quels sont les types de perte de temps qu'on peut avoir dans une entreprise industrielle. Ce que nous allons voir, c'est un exemple, mais qui est utilisé par la majorité des entreprises. Les noms des pertes, il y a 6 pertes de temps. Les noms de ces 6 pertes de temps sont quasiment ce que nous allons voir dans le diagramme, dans ce diagramme, pour la majorité des entreprises, du moins en Tunisie. Donc, prenons le temps généralement mesuré ou bien en heures, ou bien en jours, ou bien en semaines, ou bien en mois. Dans cet exemple-là, nous avons considéré les 24 heures comme un temps total. Sinon, on peut multiplier par le nombre de jours de travail par semaine, le nombre de mois. On va supposer que nous avons un temps total de 24 heures, donc toute la journée. On l'appelle généralement un temps total. Il faut, s'il vous plaît, rappelez-vous, on donne les sources de perte de temps dans un objectif de définir la TRS. L'équation, comment calculer la valeur de taux de rendement synthétique dans une entreprise. Donc, on commence par un temps total et les entreprises ne travaillent pas toutes 100% de ce temps total-là. Certaines entreprises sont ouvertes toute la journée, avec trois équipes de travail. D'autres entreprises travaillent 8 heures, d'autres travaillent 16 heures, par exemple. Et le temps de fermeture de l'atelier, si on le supprime, on le soustrait du temps total, on va trouver ce qu'on appelle le temps d'ouverture. C'est la période pendant laquelle une entreprise est ouverte. On va supposer, par exemple, que notre entreprise, dans l'exemple, des 24 heures de la journée, l'entreprise elle est ouverte 8 heures. Donc, on dit un temps de fermeture de 16 heures par jour. C'est une source de perte de temps planifiée, oui, mais c'est une perte de temps. C'est un temps que je n'ai pas exploité pour gagner de l'argent. Donc, un temps total, si on soustrait le temps de fermeture planifié, on trouve ce qu'on appelle le temps d'ouverture. Si on soustrait les autres arrêt toujours planifié. Si on a, par exemple, une maintenance préventive, si on a des essais, on a discuté ça aussi, parce que nous avons un nouveau fournisseur matière première, parce que on est en rodage par rapport à une machine, on a acheté un nouveau matériel, on a recruté des nouveaux agents de production. Donc, l'essentiel que nous avons besoin d'essayer quelque chose, donc on va avoir un ralentissement à la limite, arrêt ou ralentissement. Et là, ce que nous avons appelé sous-charge, qui peut me rappeler ce que nous avons appelé la sous-charge? Qu'est-ce que ça veut dire un atelier en sous-charge? J'attends. J'attends toujours. Stock, madame. Non? Sous-charge par rapport à un temps de production. Qu'est-ce qu'on appelle surcharge? Qu'est-ce que ça veut dire que si on dit quelqu'un est en Sous-charge. Oui. Sous-charge, ça signifie qu'il ne travaille pas à son max, il travaille de manière moins élevée. En fait, c'est une comparaison entre la sous-charge ou la surcharge. C'est une comparaison entre la charge et la capacité de travail. Il faut se rappeler de ces deux termes. Donc, la charge, la capacité de travail, qu'est-ce que l'entreprise peut faire? La charge de travail, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Voilà, quelles sont les commandes reçues? On dit qu'on est en surcharge si la quantité de travail demandée dépasse la capacité de production en tant qu'entreprise. Je suis en sous-charge si
la capacité de travail demandée est inférieure à ma capacité de travail. Donc, si je peux faire mieux, je peux travailler plus d'heures de fonctionnement, je dis que je suis en sous-charge. Donc, les sous-charges, ce sont des arrêts planifiés aussi. Si on soustrait donc du temps opératoire, la sous-charge, on va trouver ce qu'on appelle le temps requis. Le temps requis, le temps supposé être le temps de fonctionnement de l'entreprise, des équipements, enfin, à l'entreprise. Le temps de fonctionnement des équipements. Un temps requis. Le temps total, moins les arrêts planifiés, on trouve ce qu'on appelle pour le TRS le temps requis. Normalement, si on n'a aucune source de perte de temps subie, ce sont des arrêts voulus, on va fabriquer des pièces, si on est dans une entreprise industrielle, on va fabriquer des pièces pendant ce temps requis. Réellement, ce n'est pas le cas parce que j'ai aussi des arrêts de production dus, par exemple, à un retard de livraison en matière première. Parce que des opérateurs qui sont absents, parce qu'il y a une coupure de courant, parce que pour n'importe quelle raison, mais j'ai quand même un arrêt de production pendant ce temps supposé être un temps de fonctionnement. Si on soustrait ces arrêts-là du temps requis, on va trouver le temps de fonctionnement, comme son nom l'indique, un temps pendant lequel les équipements fonctionnent. Fonctionnent pourquoi? Pour fabriquer des pièces. Juste, on revient un peu ici. Ça peut être des arrêts pour panne aussi, l'année. Donc, le préventif, c'est planifié. Pour les pannes, ce n'est pas planifié. Le temps de réglage, on va revenir à ça plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire un temps de réglage? On a un changement de série, mais on va revenir à ça quand même. Donc, pour le temps de fonctionnement, on est supposé fabriquer des pièces. On a aussi ce qu'on appelle les micro-arrêts. Vos camarades ont parlé de ça dans l'exposé de lundi. On ne s'est pas arrêté sur cette notion, mais quand même, ça a été évoqué. Et il y a ce qu'on appelle les écarts de cadence. Qu'est-ce que ça veut dire cadence? Vous avez répondu correctement. Akroni, qu'est-ce que ça veut dire une cadence? Une vitesse de production. Voilà. Une vitesse de production, donc l'unité de la cadence, c'est unité par unité produite par unité de temps. Pour les 50 pièces par heure, ou 20 pièces par jour, voilà. Donc, il y a des écarts de cadence. Écart entre quoi et quoi? Écart entre ce qu'on appelle une cadence théorique et une cadence réelle. Donc, réellement, je peux produire 50 pièces par jour. Réellement, je produis 45 uniquement. Donc, la cadence réelle, c'est 50. La cadence théorique, c'est 50 et la cadence réelle, c'est 45. Il y a presque souvent des écarts de cadence. Je sais comment on calcule ça. Les micro-arrêts, des arrêts, l'arrêt de production et les micro-arrêts, c'est que les micro-arrêts, c'est compliqué de les définir, mais là, on va supposer que ce sont des arrêts de courte durée. Dans une entreprise industrielle classique, on considère que les micro-arrêts sont les arrêts qui sont de durée inférieure à 5 minutes. Mais c'est relatif. L'essentiel, ce sont des arrêts courts. Si on soustrait les écarts de cadence et les micro-arrêts du temps de fonctionnement, on trouve ce qu'on appelle le temps net de fonctionnement. Donc, le temps de fonctionnement, on peut l'appeler aussi un temps brut de fonctionnement. Le temps net de fonctionnement, si on soustrait à partir du temps brut de fonctionnement les micro-arrêts et les écarts de cadence. Pendant ce temps, on va fabriquer des pièces, tout court. C'est le temps mis pour fabriquer des pièces, si on parle d'une entreprise industrielle. Ces pièces peuvent être de bonne qualité comme ils peuvent être de mauvaise qualité, des pièces défectueuses. Si on soustrait le temps mis pour produire des pièces non conformes à la qualité, on trouve le temps utile
Et ce temps utile, c'est le temps qui a été mis pour produire des bonnes pièces. Le temps net pour produire des pièces, pour réaliser des pièces, et le temps requis, c'est le temps théoriquement mis pour produire. Et demain, ce sont des arrêts planifiés. Donc, on commence à calculer le temps de production, les pertes de temps liées à une gestion de la maintenance pour notre cas. On est changement de série, ce n'est pas uniquement maintenance, mais on va supposer pour le moment que c'est de la maintenance, à partir du temps requis. Temps requis théoriquement mis pour produire des pièces, le temps utile pour produire des bonnes pièces, temps net pour produire des bonnes pièces et des mauvaises pièces, pour produire des pièces. Le temps de fonctionnement, c'est le temps net plus les arrêts, les micro-arrêts et les écarts de cadence. Quand on a les micro-arrêts, on a les quelques secondes dû à la vibration aussi, hein, n'oubliez pas ça. D'accord? Les sources de perte de temps qui peuvent avoir lieu sur une chaîne de production. Voilà, sur une seule machine de production. N'importe quel arrêt, elle appartient à l'une de ces catégories, de ces familles d'arrêts de production. Ce sont des sources de perte de temps. Chaque action faite et vise à éliminer l'une de ces sources de perte de temps. Pour la maintenance préventive, c'est réduire le planifié. Elle m'a marqué pour le moment pour les arrêts non planifiés, pour les arrêts subis. Ce sont des arrêts d'organisation généralement qui ne sont pas la responsabilité du service maintenance. Pour le changement de série, on va revenir à ça. Je ne vais pas évoquer la méthode SMED pour le moment. On va revenir à ça avec le module Lean Manufacturing. On n'a pas beaucoup de temps. La TPM, notre objectif pour cette séance, elle travaille sur les arrêts de production pour panne, les micro-arrêts et les écarts de cadence. C'est principalement, lorsqu'on applique une TPM, on travaille sur la réduction de ces deux sources de perte de temps. La qualité, elle travaille sur la non-qualité. Et puis, la planification ici, ce sont des décisions stratégiques qui parfois se sortent, surtout pour les fermetures planifiées la nuit, par exemple. Ça peut même être lié à la loi. On ne peut pas travailler la nuit pour certaines régions, parfois du bruit ou autre. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que la TPM agit sur ces deux sources de perte de temps, dû à l'arrêt de production dû à des pannes, maintenance corrective, le pilier du cas par cas, amélioration du cas par cas, améliorer ou réduire les micro-arrêts et réduire les écarts de cadence. Les écarts de cadence sont une notion, ils peuvent être liés à la maintenance, mais surtout à la production, le taux de performance, on va voir ça. Vous pouvez voir ça, une petite comparaison entre les micro-arrêts et les pannes. Des pannes ici ou des micro-arrêts ici, mais ce qui m'intéresse, c'est de retenir les micro-arrêts sont plus nombreuses, bien sûr, sont plus nombreux, sont parfois des arrêts de secondes, de quelques secondes, et ce qui est à retenir surtout, c'est que ce sont des arrêts généralement d'une durée inférieure à 5 minutes. Et TRS en relation avec tout ça, c'est un indicateur, un KPI, c'est le KPI le plus utilisé dans l'industrie qui prend en considération à la fois la maintenance en calculant la disponibilité des équipements, la qualité en considérant la qualité produite, le pourcentage de bonne qualité parmi les pièces produites et la performance qui évalue la qualité de production. Donc, les trois leviers de l'indicateur TRS. C'est un indicateur intégrateur parce que intégrateur de manière globale, on peut dire que c'est un intégrateur global parce qu'il considère les trois volets qualité, production et maintenance. Maintenance avec la disponibilité. Ça nous permet de mesurer ce qu'on appelle la productivité. Qu'est-ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on dépense. Et ça permet d'optimiser un certain nombre
deux critères, principalement réduire les pertes, quelle que soit la nature de ces pertes-là, puisqu'on travaille à la fois sur la maintenance, production et qualité, mais surtout, ça nous permet d'analyser jusqu'à éliminer éventuellement ce qu'on appelle le post-goulot. Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on appelle un post-goulot? Qu'est-ce qu'on appelle un post-goulot sur une chaîne de production? C'est un poste où intervient comme un stock intermédiaire. En partie, oui, parce qu'on peut avoir un goulot au début de la chaîne, Ange. Donc, pas forcément. Ce n'est pas la définition, ça peut être une conséquence. Pour Si j'ai limite le ça, débit global, qui limite le débit de quoi? La cadence, tu veux dire. production. Donc, ici, c'est quoi le post-goulot? مادام على السيكل نتاعها تاع البرودكسيون نتاعها très élevé par Ici, rapport dans cette figure-là, c'est quoi le post-goulot? F3. Le poste 3. 3. Parce que l'année a dit un temps. Si c'était des pièces ici, c'est quoi le poste goulot? Cadence. Si c'était une cadence ici, Le 4. le 4 sera le poste goulot. Très bien. C'est le poste qui impose son rythme à la production en supposant bien sûr les étapes sont successives, hein. Donc, dans ce cas, puisqu'on a des temps ici en seconde, ça, c'est le poste goulot, poste 3. Si on remplace l'axe désordonné par nombre de pièces produites, le poste goulot devient P4. On va discuter ça aussi dans le module production, ligne, mais ce qui est à retenir est que dans une chaîne de production, on a un seul poste goulot. Même si nous avons deux postes avec, même si j'avais, même si j'ai ça, par exemple, c'est quoi le poste goulot? Dans ce cas, le poste goulot dans ce cas, poste 3. C'est ça. P3. ce qui est à éviter, nous poste 3 et 5. Dans une chaîne de production, on a un seul poste goulot. Ici, nous avons deux postes qui ont la même durée de 10 secondes chacun. On doit trouver d'autres critères pour déterminer lequel de ces deux postes est le poste goulot. L'arrêt MTA coûte plus cher, il nécessite un sous-traitant par exemple, mais ce qui est à éviter, j'ai deux postes goulot. Ça n'existe pas. Il y a un seul poste qui est le plus important sur une chaîne de production. On va revenir à ça, mais juste pour information. Donc, on revient ici. Parmi les objectifs de l'étude du TRS, de cet indicateur global, c'est d'analyser le poste goulot. Pas forcément l'éliminer, hein, ça peut persister. Par exemple, le poste D, c'est un four. Je peux pas, dans le cas général, je ne peux pas réduire la durée de cuisson. Donc, je suis obligée de garder cette durée de cuisson. Donc, on essaye de travailler sur ce poste goulot sans forcément l'éliminer, hein. Notamment, pour analyser un poste goulot, ça ne veut pas dire obligatoirement l'éliminer. Parfois, oui, on va voir comment, des exemples. Dans le cas général, on travaille pour réduire l'impact de ce poste-là. Le calcul maintenant du TRS est basé sur
l'axe de temps qu'on vient de voir avec le temps total, le temps d'ouverture, temps requis, fonctionnement net et utile. La formule globale du TRS, elle se calcule de deux façons. Un temps utile, le temps mis pour produire des bonnes pièces, divisé par le temps mis, le temps qui devait théoriquement être mis pour la production, le temps requis. Donc, je peux calculer globalement un TRS en divisant le temps utile mis pour produire des pièces qui seront vendues aux clients de bonne qualité, divisé par le temps théoriquement mis pour la production disséminée, un temps requis. On est le temps total moins le temps, moins les fermetures planifiées. On a le temps requis. Les fermetures, les arrêts planifiés, vous mettez temps de fermeture plus ce charge préventif au essai. Elle est posée. Un arrêt planifié, elle est considérée comme à supprimer même temps d'ouverture pour trouver le temps requis. Donc, je peux diviser le temps utile par le temps requis pour trouver le TRS, puisque le temps utile c'est pour produire des bonnes pièces, au temps requis pour produire théoriquement des pièces, donc je peux diviser le nombre de pièces bonnes, NPB pour dire nombre de pièces bonnes, divisé par le nombre de pièces, le nombre total de pièces réalisées. Nombre total de pièces, mais nombre total de pièces réalisées, mais théoriquement, pendant le temps requis. Donc, on a les données en secondes, j'utilise les données en secondes là en minutes. Et donc, nous avons des pièces théoriques ou des pièces, nombre théorique, total, nombre théorique de pièces réalisées. Donc, nombre de bonnes pièces, nombre théorique de pièces réalisées, temps requis. Si je divise les bonnes pièces par le nombre théorique de pièces produites, je trouve aussi le TRS avec une vue globale. Mais si on calcule le TRS de cette manière-là, je ne peux pas voir est-ce que je vais travailler sur la maintenance ou la qualité ou la production. Avec une deuxième formule qui est la plus utilisée, qui propose, et nous, le TRS, il est calculé comme produit de trois taux, taux de qualité, taux de performance et taux de disponibilité opérationnelle ou la disponibilité tout court. Donc, cette formule est correcte, mais elle me donne une vue globale. Si j'ai besoin de détails, ce qui est le cas pour presque toutes les études, on doit calculer le TRS comme étant un taux de qualité fois taux de performance fois taux de disponibilité opérationnelle, et en relation avec la qualité produit, taux de performance en relation avec la qualité de production, et la disponibilité opérationnelle, c'est en relation avec la maintenance. Je me suis mis à disponibilité tout court. Les taux sont calculés en se basant toujours sur ces temps-là. Donc, le taux de qualité, le temps utile, il est utilisé, c'est le temps mis pour produire des bonnes pièces. Le temps net, c'est le temps mis pour produire des pièces, bonnes ou mauvaises. Donc, si je divise le temps utile par le temps net, je trouve le taux de qualité. Ou le nombre de bonnes pièces sur le nombre de pièces réalisées, je trouve le taux de qualité. Donc, je divise temps utile sur temps net, le temps le plus faible sur le temps le plus grand. C'est un taux, c'est une valeur entre 0 et 1. Donc, nombre de bonnes pièces sur nombre de pièces réalisées, ou le temps utile sur temps net, nous avons le taux de qualité. Le taux de performance, c'est le temps net sur temps de fonctionnement. Temps net sur temps de fonctionnement. Donc, les écarts de cadence, ce que nous avons appelé tout à l'heure les micro-arrêts. Je trouve le taux de performance. Pour la maintenance, ce sont des arrêts dus à des pannes, entre autres. Si je divise le temps de fonctionnement sur le temps requis, je trouve le taux de disponibilité. Si je simplifie là, je trouve la formule heavy, temps utile sur temps opérateur. D'accord? Donc, taux de qualité, c'est temps utile sur temps net. Taux de performance, c'est temps net sur temps de fonctionnement.
taux de disponibilité ou la disponibilité opérationnelle, c'est temps de fonctionnement sur temps requis. Et d'ailleurs, si je cherche à calculer les taux, si je multiplie tout ça, je trouve cette formule-là, temps utile sur temps requis. C'est la même chose, sauf que lorsque j'utilise les taux, temps un TD, pour voir pourquoi c'est plus important, c'est plus intéressant de calculer les taux Haka par 3 taux que de calculer par une formule globale intégrateur. D'accord? C'est bon pour le TRS? Oui, madame. Oui. Le TRS, c'est l'indicateur le plus utilisé, le plus significatif de l'activité industrielle. Si on considère les arrêts planifiés de sous-charge préventif et essai, on utilise ce qu'on appelle un taux de charge. Le temps est censé, temps d'ouverture, le requis plus les arrêts planifiés pour maintenance, voilà, pour sous-charge, est supposé un temps de fonctionnement. Si je multiplie par un taux de charge, il y a une donnée stratégique. Ce n'est pas à nous de le calculer ou le chronométrer. Ou généralement, pour un ingénieur opérationnel, il n'a pas besoin de calculer ça, de calculer le TRG, taux de rendement global. Il est calculé en multipliant ce taux-là par ce qu'on appelle le taux de charge. C'est un indicateur stratégique, mais oui, on peut avoir besoin de cet indicateur-là. Dans le cas général, on utilise le TRS, mais parfois, on peut avoir besoin, si on veut travailler sur la sous-charge, sur les entretiens préventifs et les essais, on peut calculer le TRG, le taux de rendement global, en multipliant le TRS par un taux de charge qui est une donnée stratégique donnée par l'entreprise. مازال عندنا un TRE. شو مازالوا les temps de fermeture? مازال la fermeture planifiée de la nuit, par exemple. Si on multiplie le TRG par un taux stratégique d'engagement, c'est une donnée aussi, on trouve ce qu'on appelle le TRE, mais il est très rarement utilisé pour nous. C'est un indicateur purement stratégique ou qui dépend dans la majorité des cas de la loi. Mais c'est à connaître, nous sommes un TRS qui est le plus utilisé. Si je multiplie ce TRS par un taux de charge, je trouve le TRG. Si je multiplie le TRG par le taux stratégique d'engagement, je trouve le TRO. Ce qui nous intéresse, c'est le TRS. D'accord? Pour la disponibilité opérationnelle, on n'a pas besoin de ça. Les détails, qu'est-ce qu'on peut perdre entre le temps requis et le temps de fonctionnement, c'est pour information. On ne va pas se tarder sur ça. Le TD maintenant. Mais je préfère travailler les TD en présentiel. Donc, à la fin de cette séance-là, je vais vous partager ce TD-là. Et là, le premier exercice, c'est une application très simple. Deuxième exercice, c'est une application de calcul détaillé du TRS. Les arrêts planifiés, non planifiés, ou cadence théorique, ou temps d'arrêt, ou non qualité. Donc, vous allez appliquer les formules à tout, les formules surtout pour résoudre ces exercices. On va les corriger en présentiel la semaine prochaine. Madame, Oui. بلا جوست على الكادونس على الإيكار دو كادونس هي معناها الكادونس تيوريك إلا الكادونس ريال معناها. C'est pas moi, c'est pas à moi. En fait, vous allez voir, c'est un ratio. Plutôt, on va utiliser la cadence réelle sur la cadence théorique. C'est un pourcentage. Qui m'a le calcul le pourcentage? Parmi les 50 pièces que je dois fabriquer, j'ai fabriqué 45. Donc, je suis efficace avec un pourcentage de 45
sur 50 multiplié par 5, si je vais calculer le pourcentage. D'accord? Donc, la logique, vous avez compris que ça veut dire une cadence réelle, vous aurez l'intuition de la diviser, c'est plutôt cadence, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'utiliser la cadence théorique, vous avez à diviser théorie, réel sur théorique. Je dis réel sur théorique. C'est un ratio, ça doit être entre 0 et 1, bien sûr. D'accord? Donc, je vais le partager juste après la séance. Vous devez essayer chez vous. Normalement, ça doit être corrigé cette séance-là, mais je préfère qu'il m'ait aidé en présentiel. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, la séance, Inch'Allah, j'ai présentiel, mais quand j'ai distanciel à l'oral, ça le fait au distanciel. La semaine prochaine, on va corriger le TD sur le TRS. Vous devez essayer avec ce TD-là et je vais passer pour voir vos essais. Hein. Voilà, ramasser les feuilles, on va voir ce qu'on va faire. D'accord? C'est ce que j'ai à vous donner sur TPM ou la TRS pour le moment. Donc, la semaine prochaine, le TD de TRS. Pour cette séance, on va passer, ceux qui vont présenter l'index là. Oui, madame. Oui, madame, on est ici. Il paraît que nous Teams a un problème. On n'a plus la main de vous donner la possibilité de partager l'exposé. Donc, ce que je vais faire, juste un camal puis on va revenir. Nous avons eu déjà une séance en ligne. C'est notre deuxième séance en ligne. Oui. Ben, ce que je vais faire, juste un camal cette partie-là, je vais vous partager le lien de la séance, de la première séance en ligne. Vous allez vous connecter Radi. Je n'arrive plus, je ne sais pas aller, je n'arrive plus, normalement on fait paramètres, oui. Accessibilité, il y a la main pour donner la main aux autres de partager. À partir de l'après-midi, on ne peut plus nescol là, il y a un problème en fait pour céder le privilège de partager. Donc, je termine avec cette séance-là. Je vais vous partager le lien de la séance de mardi 16. Voilà, je vous invite de nouveau. Voilà, on va voir comment on fait. Le mythe fini, s'il vous plaît. Hein. Vous avez compris ce que j'étais en train de dire? D'accord. Ben, autre chose. La prochaine fois, nous aurons 2 exposés. Un exposé sur l'arbre de défaillance ou un exposé sur fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Donc, j'ai besoin de 2 groupes. Pour la semaine prochaine. Alors. Tu veux présenter لا خلينا ساعة في اللي ماخذاش ومن بعد إذا ما فماش شكون on passe اللي يحبوا ils prennent un deuxième exposé. Pour ceux qui n'ont pas encore présenté, alors مازال لنا 2 exposés جمعة ou un exposé la semaine d'après. Il reste 3 exposés uniquement. Ceux qui n'auront pas à exposer, ils auront un 0 dans l'exposé. J'ai dit ça 10 fois, je sais. اما باش ما يجيش حتى حد في السيتيام سيمين ويقول لي راه انا je veux présenter مازالو une présentation sur la fiabilité, maintenabilité, disponibilité, une présentation sur l'arbre de défaillance pour la semaine prochaine ou مازال l'analyse de coût pour la semaine 6. Pour la dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut présenter l'arbre de défaillance? La fiabilité? Ok, donc pour moi, et pour la semaine prochaine, on va enregistrer. Pour la semaine prochaine, j'ai 2 exposés.
analyse par arbre de défaillance et exposé sur la fiabilité, maintenabilité et disponibilité. J'ai des groupes qui vont exposer, tant mieux. Sinon, je vais présenter mon cours de façon classique. Ou ceux qui ne vont pas présenter, ils auront un 0 PCC, Aslan Khater, si vous n'êtes pas intéressé. Donc, je ferme les parenthèses de l'exposé. Ce qu'on va faire, oui. لازم بريزونتي شو اسمه الفايونس شو اسمها؟ اللي قلتها الأخرانية ونسيت عطيت زوز. الفيابيليتي. C'est pour 4 personnes. Fiabilité, maintenabilité et disponibilité, c'est pour 3 à 4 personnes. مش وحدة. ما نحبش حتى exposé individuel. Aucun exposé individuel. Sauf l'arbre de défaillance, si tu veux. Sinon, le fiabilité. L'arbre de défaillance, ça. دام نجم ناخدوها نحن عندنا جروب دكات. Donc, pour moi, Youssef Ghalbel, tu es la référence, tu es le vis-à-vis MTA. FMDS, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité. Haka. لا مدام ديفايونس. L'arbre de défaillance, أحكي عليها عبد الرحمن قبلك. L'arbre de défaillance, c'est pour une seule personne ou la deux. L'arbre de défaillance, c'est une méthode simple. On ferme les parenthèses, je vais dossier à comme le désexposé. Arrangez-vous, ou ceux qui veulent exposer, faites l'email. Le jour de, je leur confirme. Catherine, je me dis deux équipes. Donc, comme d'ici demain. Demain, je ne reçois aucun mail pour les exposer, ce que je n'aurai pas d'exposé pour la semaine prochaine. Jusqu'à demain, حتى الغدوة. Donc, j'aurai beaucoup de zéros. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas présenté. Je vais présenter. Après, c'est à vous de voir. Je vais comme une invitation pour rejoindre le Meet l'écran. Donc, vous avez reçu normalement une nouvelle invitation à la Meet Ether. Quittez ce Meet-là, s'il vous plaît, parce que on a besoin du partage. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais rejoindre le Meet.